Salut les mecs. Alors aujourd'hui on va parler des 5 jeux les plus sous-cotés selon moi. Il ne s'agira pas de classer les meilleurs jeux ou quoi, hein. Ici on va vraiment parler des jeux qui n'ont pas rencontré le succès ou le prestige qu'ils auraient dû recevoir, en tout cas à mes yeux. Que ce soit ceux qui sont un peu passés à la trappe ou d'autres qui ont carrément raté le train de la hype, on a tous en tête une liste de jeux qui auraient mérité un peu plus de reconnaissance vis-à-vis de leurs incroyables qualités, que ce soit en termes de scénario ou même de gameplay. Et c'est donc ma propre liste que je vais vous partager dans cette vidéo. Je compte ainsi sur vous pour me faire part dans les commentaires de votre propre liste des jeux sous-cotés. Bon, sans plus attendre, c'est parti pour mon top 5 des jeux les plus mésestimés. Moi je dis allons-y quoi, je dis aux Français allons-y quoi. Alors, on va donc commencer notre top avec le jeu Fear and Hunger, un jeu donc RPG Maker, sorti en 2018. C'est un RPG / survival horror qui consiste à avancer dans un donjon, hein. Un concept assez classique de prime abord, donjon de crawler, hein, voilà, vous connaissez les bails. Sauf que Fear and Hunger possède juste une ambiance de dingue, dans un esprit de dark fantasy totalement psychédélique. Je veux dire, c'est des monstres au design extrêmement dérangeant qui vous attendent dans ce donjon et qui peuvent vraiment faire penser à ce que Kentaro Miura, évidemment, le mangaka de Berserk, aurait pu dessiner. C'est des thèmes abordés assez trash, une ambiance ultra sombre et une difficulté écrasante pour les joueurs les moins aguerris. Avec la réalisation que les humains sont totalement désarmés face à l'horreur cosmique qu'ils doivent péniblement affronter. Fear and Hunger, c'est aussi un gameplay ultra profond qui propose des possibilités infinies d'optimisation et une grande rejouabilité. Je veux dire quand même 4 personnages jouables et des fins spécifiques pour chaque perso. C'est un jeu long qui propose des énigmes, des références dans tous les sens à des jeux comme Silent Hill. On aura d'ailleurs un espèce de simili pyramide head qui nous poursuivra tout au long du jeu avec sa grosse tête de corbeau. Et bien sûr des combats au tour par tour et des pièges mortels pour empêcher notre progression, enfin bref, le classique. Fear and Hunger, comme je l'ai déjà dit, propose un choix de personnages de départ, chacun appartenant à un archétype classique de Donjons et Dragons, c'est-à-dire le voleur, le barbare, le magicien, voilà, bon, vous connaissez plus ou moins la musique, avec chacun une personnalité bien distincte, que l'on pourra constater quand on les rencontrera au cours du jeu. Car chacun de ces personnages a des objectifs différents, avec Enki le sorcier qui recherche l'illumination, Dars la femme chevalier qui est une espèce de cascade de Wish, on en parlera un peu plus tard d'ailleurs, qui est là pour délivrer son griffis, entre guillemets, et Ragnavaldr qui est juste là pour tout exterminer. Et on va finir bien sûr avec Kahara, le mercenaire qui est juste là pour l'oseille. Bon, voilà, tout dans la simplicité. Et donc le combat dans Fear and Hunger est au tour par tour. Je l'ai déjà dit, est similaire au jeu de rôle classique, mais avec une touche qui lui est propre, car en effet, pour combattre les ennemis dans Fear and Hunger, il faut cibler un membre précis de l'adversaire pour le démembrer stratégiquement. Par exemple, couper sa tête est une victoire assurée, mais elle est difficile à atteindre, alors faut bien réfléchir avant de choisir un membre à cibler. Et je parle de démembrement stratégique, parce que le choix d'un membre ou d'un autre aura un effet sur l'adversaire. Couper un bras réduira l'attaque de l'ennemi, alors que couper une jambe réduira sa mobilité, voire le fera rater un tour. Et là où c'est super intéressant, c'est que ce système de démembrement n'est pas à sens unique, dans le sens où les ennemis peuvent vous attaquer de la même façon. Ça veut dire que ton personnage peut perdre un bras, une jambe, et ça ne repousse pas. Donc oui, une fois que le personnage perd un membre, c'est un handicap qu'il devra assumer jusqu'à la fin du jeu, et ça c'est un concept super original pour un survival horror, voire pour n'importe quel jeu en fait, parce que les handicaps sont généralement de courte durée dans les jeux vidéo, et sont généralement soignés facilement. Mais le truc dans Fear and Hunger, c'est qu'on joue pas des personnages lézards. Ça repousse pas. I'm gonna have to go with no on that. I am not a lizard. Bref, il y a plein de façons de survivre dans Fear and Hunger. Bon, évidemment, il y a fuir, qui est souvent la meilleure solution. D'autant plus qu'on ne gagne pas d'expérience en tuant les monstres, donc clairement, la meilleure chose à faire, c'est de se barrer. Trouver un meilleur équipement, apprendre de différents sorts, fusionner des personnages, tirer sur les ennemis à distance, bref, j'en passe. L'idée, c'est d'utiliser toutes les différentes possibilités qu'offre le jeu et de se montrer créatif avec. Il faudra également manager la faim et la santé mentale des protagonistes, en mode appel de Cthulhu, en partant du principe que l'on peut se bourrer la gueule ou même fumer du crack pour remonter sa barre de mental. Et pour la fin, rien de plus simple, un petit casse-dalle avec le cadavre des ennemis vaincus, ça fera l'affaire. Et il n'y a pas que le système de combat qui est intéressant, l'histoire l'est aussi, et j'ai envie de dire, bon, si c'était juste une histoire de gameplay, je vous en parlerai pas ici, parce que vous le savez, moi je suis très très sensible aux histoires bien sombres, et Fear and Hunger, c'est ça. C'est une intrigue qui rappelle, sous bien des angles, celle de Berserk, que je l'ai un peu teasé au début de ma review. C'est un peu une fusion entre l'univers de Kentaro Miura, donc de Berserk, et de Junji Ito, avec Uzumaki et toute équipe, dont on aurait enfermé le résultat dans un sous-sol sombre et dérangeant, et donc ça donne Fear and Hunger. Et surtout Berserk, car on ressent directement l'inspiration de l'arc sauvetage de Griffiths,
Vous vous rappelez à la fin du Golden Age, lorsque la troupe du Faucon, menée par Guts et Casca, descendent dans le donjon du Midland pour sauver leur chef Griffiths, vous vous rappelez de cet arc de ouf, voilà. C'est un jeu qui aborde des thèmes ultra sombres à la limite de la provocation, par moments tellement c'est trash. En vrac, on citera des symboles phalliques à tout va, la torture, les génocides, le fanatisme, et j'en passe. Faut pas être sensible pour jouer à ce jeu. Bref, le but principal du jeu, c'est de sauver le garde, meneur d'une troupe de mercenaires qui veut devenir une divinité, bref, tout comme Griffiths dans l'arc sauvetage de Griffiths de Berserk, bref, vous avez plus ou moins vu les parallèles entre les deux œuvres. Et l'un des personnages jouables d'Ars, c'est clairement une référence à Casca, j'en ai déjà parlé, elle est amoureuse de Legarde, tout comme Casca l'était de Griffiths, bref, bon. Et enfin, il y a Ragnvalder, donc le mec qui fait tout simplement courir les monstres, et voilà, il y en a qui font courir les rouquins, Ragnvalder, lui, fait courir les monstres, et qui choisit toujours l'option violence dès qu'il se réveille. Ragnvalder, vous l'avez compris, c'est l'équivalent de Guts, le protagoniste de Berserk, il bouffe des monstres, veut tuer le garde, et dans sa fin personnelle, il devient carrément la divinité de l'ultra-violence, massacrant la totalité des monstres du donjon et même du monde entier. Bon, c'est plus ou moins le GOAT, on va pas se mentir. Enfin voilà. Fear and Hunger, c'est vraiment un survival horror à part, qui propose un gameplay ultra original, de nombreuses possibilités pour s'éclater à buter du monstre, avec une histoire intéressante et une ambiance ultra Dark Sasuke. Alors, que demande le peuple, si ce n'est ça? Ce n'est cependant pas un jeu à mettre entre toutes les mains, il faut quand même le souligner, parce que voilà, il y a pas mal de trucs assez hardcore dans ce jeu, notamment pas mal de violences sexuelles, donc pour ceux qui sont un peu sensibles par rapport à ce genre de sujet, je vous conseille de mettre ce jeu de côté. À la 4ème place de ce top 5, j'ai choisi Assassin's Creed, premier du nom. Voilà. Jeu que j'ai taclé il y a pas trop longtemps. Je pense pour ceux qui suivent ma chaîne, vous le savez déjà. Mais je vous avais quand même averti à la fin de ma dernière vidéo sur Assassin's Creed que j'en reparlerai, donc voilà. Ce jour est arrivé. Donc tout le monde connaît la franchise Assassin's Creed, qui a marqué les esprits avec ses histoires palpitantes et son gameplay innovant. Par contre, ce dont on parle moins, c'est à quel point le scénario de ce premier opus est largement supérieur à tous ceux qui ont suivi. Alors oui, on va pas se mentir, la coupe de gameplay est éclatée au sol. C'est répétitif à mort, on doit toujours faire les mêmes missions de reconnaissance, de vol à la tire, j'en passe jusqu'à la fin du jeu. C'est son gros point négatif, mais c'est aussi pour ça qu'Assassin's Creed 1 est selon moi sous-coté, si on se concentre uniquement sur ce point-là. Parce que, mis à part son gameplay, Assassin's Creed propose une histoire ultra intéressante, et l'un des éléments les plus intéressants de ce jeu justement, c'est sa morale. Ici, pas d'univers manichéen comme on a bien trop l'habitude de le voir, les méchants ne sont pas toujours aussi maléfiques qu'ils n'y paraissent, et ça fait du bien. Garnier de Naplouse, Talal et Abul Nukud sont tous des personnages présentés comme des méchants quand il faut les assassiner, mais qui se révèlent être bien plus complexes et nuancés quand il faut aller les confronter, un peu à la manière d'un Metal Gear 2, et non pas de Metal Gear Solid 2. De jeux différents. Cette limite brouillée nuancée entre le bien et le mal introduit un concept de relativisme moral qui fait quand même vraiment réfléchir le joueur. Par exemple, Garnier de Naplouse retient ses passions contre leur gré car ce sont des malades mentaux qui ne peuvent pas s'occuper d'eux-mêmes. Talal prend ses esclaves des bordels et des orphelinats pour essayer de les sauver d'un destin sombre. Et Abul Nukud a souffert toute sa vie de moqueries et essaie sincèrement de faire le bien. Ces nuances rendent les personnages plus intéressants et réalistes, en tout cas plus réalistes que les méchants stéréotypés des jeux ultérieurs de la franchise, c'est-à-dire Assassin's Creed 2 et toute l'équipe. De plus, le jeu propose une intrigue étonnante. Au tout début du jeu par exemple, lorsque l'on échoue à récupérer l'orbe d'Éden, l'objectif ultime de notre quête, on découvre rapidement que Malik, donc l'autre assassin un peu rival de Altaïr, l'a récupéré tout seul des mains des Templiers, sans notre aide, alors que s'il était resté cet orbe d'Éden aux mains des Templiers, ça aurait encore plus poussé le joueur à tuer Robert de Sablé. Sauf que là, le MacGuffin, donc l'orbe d'Éden, est déjà en notre possession, donc le joueur doit donc se trouver un autre objectif pour se motiver à continuer dans sa quête. Un objectif bien plus philosophique, et non plus matériel. C'est pas juste va tuer les Templiers pour récupérer l'orbe d'Éden, le MacGuffin, non, va tuer les Templiers pour atteindre, j'ai envie de dire, l'illumination philosophique, le rien n'est vrai, tout est permis. Bon, d'accord, une bonne histoire ne suffit pas toujours à rendre un jeu bon, mais faut quand même reconnaître, et savoir reconnaître les points forts d'un produit, et là j'ai l'impression que c'est complètement passé à la trappe avec Assassin's Creed 1. Et donc, on passe au podium avec le numéro 3, j'ai nommé Zelda Twilight Princess. Alors, beaucoup de joueurs n'ont pas apprécié cet opus, il a un peu été victime du soit on adore, soit on déteste, et pour cause, on va pas se mentir, ce Zelda souffre de quelques problèmes de gameplay, avec des phases longues et répétitives, et il faut le dire, une world map un peu flinguée, voilà, un peu vide, on va dire. Mais voilà, je considère que ce jeu n'est pas assez apprécié, ne serait-ce que pour son histoire, et ne serait-ce que pour son ambiance, et pour son design en termes général. Parce que ouais, le design de ce jeu est absolument magnifique, avec son atmosphère adulte sombre et parfois même un peu effrayante, à la limite du dark fantasy. Twilight Princess offre une expérience visuelle incroyablement immersive. Le héros de notre histoire, Link, n'a jamais paru aussi mature et adulte. Les ennemis font peur et ne ressemblent plus du tout aux créatures rigolotes de Wind Waker,
par exemple. Mais ce n'est pas tout. Twilight Princess présente vraiment une ambiance chevaleresque, approfondie et réussie. Et même si ça peut paraître minime, c'est dans les détails qu'on voit à quel point l'univers a été travaillé. Ce n'est pas seulement une question de nouvelles bottes ou de techniques d'escrime que Link apprend tout au long de l'histoire. C'est pas ça qui fait que c'est vraiment stylé. C'est vraiment toute cette ambiance un peu samouraï, du bretteur qui polie ses techniques d'escrime tout au long du jeu pour atteindre la voie du sabre, hein, presque. Un peu à la vagabond. Il faudrait aussi parler de Midona, donc la partenaire de Link dans ce jeu, puisque Link a quasiment toujours un partenaire dans les jeux Zelda, hein. C'est un peu une tradition on va dire. Et elle est clairement la meilleure partenaire ever, hein, à mes yeux, car elle est bien plus ambiguë moralement que la plupart des autres personnages des jeux Zelda en tant que princesse du monde des ombres, donc du monde du crépuscule. Elle a été détrônée et a vu son peuple asservi et donc est prête à tout pour le sauver. Elle est sans aucun doute l'un des personnages les plus matures et nuancés de la franchise, d'autant plus qu'elle évolue tout au long du jeu, en passant effectivement au début d'une espèce de psychopathe, à la fin en douce princesse gentille, voilà plus ou moins. Et pour finir, Twilight Princess introduit une théorie très intéressante concernant les Sheikah, qui stipulerait que le peuple du crépuscule serait en fait composé des Sheikah qui ont été bannis d'Hyrule et de leur descendance. Cette théorie est cohérente avec le fait que les Sheikah ont quasiment disparu dans Ocarina of Time, et les Sheikah pourraient donc être ceux qui ont conçu les cristaux d'ombre. Et dernier détail, on accuse souvent Twilight Princess d'être une espèce de Ocarina of Time bis, une espèce de OOT de Wish, mais il est bien plus que cela. Je veux dire, tu peux prendre n'importe quel top 10 des meilleurs boss ou des meilleurs donjons des Zelda en général qu'on peut trouver sur internet, bah t'as une chance sur deux que 5 sur les 10 viendront de Twilight Princess. Je veux dire, les boss de Twilight Princess, c'est un truc de ouf quand même. Et un aspect de Twilight Princess qui est probablement mieux construit que tous les autres opus de la franchise, bah c'est le combat quand même. La plupart des autres jeux Zelda invitent simplement le joueur à slasher les ennemis sans réfléchir, peut-être avec un rayon de lumière s'ils sont en pleine santé, et ça s'arrête là. Alors que dans Twilight Princess, Link rencontre Shade, qui lui enseigne de nombreuses techniques à l'épée. Cela donne une toute nouvelle dimension au jeu. Bon, déjà j'ai parlé du côté la voie du sabre, le côté un peu bretteur qui polie ses techniques, oui, mais il y a aussi bon le fait que en termes de gameplay ça rend les combats de boss et certaines rencontres avec les ennemis très amusants à jouer. Bref, Twilight Princess est un peu à part dans la franchise Zelda, puisqu'on s'éloigne un peu du côté enfantin habituel des Zelda pour s'enfoncer dans un univers bien plus mature et sombre, bien que c'est vrai que bon, il y a d'autres Zelda matures et sombres, on va pas déconner, hein. Ocarina of Time ou Majora's Mask par exemple. Mais bon, maintenant on arrive à la seconde position avec le jeu Catherine, qui est placée là tout simplement parce que c'est une des seules œuvres, je trouve, qui aborde la crise de la trentaine, avec la peur du mariage et la peur de ne pas être à la hauteur en tant que père de famille, et pas le sempiternel passage à l'âge adulte ou la crise de la quarantaine, voilà, des thèmes qui effectivement sont vus et revus et sont assez éculés. Donc c'est un jeu ultra réaliste et authentique dans la façon dont il traite ces thèmes justement, le fait de devenir un adulte responsable. Donc dans Catherine, on suit notre protagoniste, Vincent, un trentenaire mou sans ambition et qui a peur des responsabilités, alors que sa copine de longue date, donc Catherine, le presse afin qu'il se marie. Et donc devenir père de famille peut être une source de peur et d'angoisse pour beaucoup d'entre nous, et Catherine aborde ce sujet de manière sensible et réfléchie. Et la relation entre les deux protagonistes est un petit bijou de réalisme, hein, je tiens quand même à le dire. Je veux dire, Catherine et Vincent se sont rencontrés au lycée, mais à l'époque, Catherine était beaucoup plus intéressée par les chats, par les BG, plutôt que par Vincent, l'espèce de nerd. Mais bon, 5 ou 10 ans plus tard, je sais plus quand ils finissent par se retrouver, bah voilà, Catherine s'est fait briser le cœur par son BG de petite amie, et c'est alors donc qu'elle rencontre Vincent, qui à ses yeux semble beaucoup plus stable et fiable. Du coup, elle décide que finalement, faut mieux baisser ses standards et prendre l'informaticien qui pisse du code, parce que lui au moins, il n'a pas d'autre option, donc ça va pas forcément être un coureur de jupons. Donc voilà, plus réaliste que ça en termes de relations hommes-femmes et de relations interpersonnelles, c'est un peu compliqué. Et enfin, il y a un truc qui m'a beaucoup plu dans ce jeu, c'est un peu l'ambiance bar pote qui me touche personnellement, car à la fin de chaque journée, donc dans le jeu, on retrouve Vincent et ses 3 potes d'enfance à discuter de leurs problèmes respectifs au bar du coin. Et l'ambiance durant ces phases de jeu m'a vraiment touché. Après, faut dire que j'ai jamais prétendu que ce top était objectif, hein. Parce que ça me rappelle ma propre adolescence, où mes potes et moi, on se donnait rendez-vous chaque week-end au kebab d'Anières, pour délirer. Bon, c'est pas exactement la même chose non plus, mais voilà. En somme, Catherine est un jeu vidéo qui aborde des sujets peu communs, malgré le fait que ce soit quand même un jeu où on se transforme en mouton dans ses cauchemars et qu'on grimpe des espèces de cubes à la Tetris. Alors, avant de dévoiler le grand gagnant de ce classement, il est quand même de bon ton de relever quelques mentions honorables qui n'auront pas su trouver leur place dans ce classement, mais bon, qui méritent quand même d'être soulevés. On va commencer avec Fallout 3, donc un jeu dont les fans des Fallout en termes général disent souvent que ce jeu n'offre pas beaucoup de choix en termes de roleplay, que ce soit dans les missions ou même peu importe, voilà. Contrairement à Fallout 1, 2 et même à New Vegas. Et c'est factuellement faux. Et même si on met à part la fameuse décision de faire exploser Megaton ou pas, toutes les autres quêtes ont des options multiples qui influencent le cours de l'histoire, comme les quêtes, le gambit surhumain, Oasis, Oasis vous vous rappelez, la quête avec Harrod, l'arbre qui parle, et tous les habitants du village d'Oasis qui le considèrent comme une divinité alors que c'est juste un enfoiré d'arbre qui parle. It's a tree, you morons! A
treat! L'homme répliqué, bref, toutes ces quêtes complètement extraordinaires. Et contrairement à ce que les fans peuvent dire, on peut très bien roleplay dans cet opus, grâce à ses choix multiples justement. Ensuite, on a Wild Arms, qui est décrit comme un JRPG classique, à tort selon moi. Le jeu tente plein de trucs originaux, avec les sous-fifres du Big Boss, donc le Big Boss, la mère des démons, qui finissent par aider le joueur à buter leur propre boss pour ensuite prendre sa place dans la dernière partie du jeu, le fait de remonter dans le temps, le développement du personnage de Jack avec sa vengeance, Cecilia qui est une espèce de daga de FF9 5 ans avant l'heure, d'ailleurs toutes les deux sont des princesses qui se coupent les cheveux pour retrouver leur identité de jeune fille plutôt que d'embrasser leur identité de princesse, bref, à ce niveau-là c'est même plus du plagiat, c'est de la contrefaçon, les références nombreuses à Lovecraft avec le personnage de Al-Azad, et puis en vrai qu'on peut nommer Ghost of Tsushima, dont j'ai déjà fait une vidéo avec sa réflexion sur la moralité du code de samouraï, Lisa the Painful, dont j'ai déjà fait une vidéo également, un jeu qui aborde des thèmes très sombres comme la violence et la douleur, avec des choix moraux intenses proposés aux joueurs, Drakengard, dont j'ai déjà fait une vidéo également, avec son scénario de faux furieux, Sky of Arcadia, dont je n'ai pas fait de vidéo, pour une fois, avec son côté One Piece et son protagoniste principal, classique de JRPG à la Sigma Mail, qui pour une fois est stylé et non pas ridicule. Alors avant de parler du number 1, du classement du top 5, je tiens quand même à vous rappeler que vous pouvez vous abonner pour encourager la chaîne, et si vous voulez me faire plaisir, likez la vidéo. Et voici arrivé le numéro 1 tant attendu de ce top 5, le jeu Darkwood. Alors Darkwood, c'est un jeu d'horreur de style RPG qui a su se démarquer des autres jeux d'horreur grâce à son atmosphère sombre et complexe. Darkwood plonge le joueur dans un monde infecté par une maladie terrifiante qui transforme les êtres vivants en créatures monstrueuses. Le joueur doit survivre en explorant et en essayant de s'échapper de la forêt infectée. Pas de gore ou de gros jumpscares dans Darkwood, ni de rebondissements pétés, d'utilisation excessive de mécaniques injustes, parce que le jeu n'en a tout simplement pas besoin pour être qualifié de jeu d'horreur. Le jeu se paye même le luxe de ne pas se dérouler entièrement la nuit, et même le jour peut être effrayant dans Darkwood. Darkwood, c'est un jeu tout simplement macabre, avec des personnages Macron. Française, français. Jeudi soir, je me suis fait caca dessus. Avec des personnages marquants qui doivent survivre dans un univers totalement barré entre culte chelou, cannibalisme et monstres sanguinaires. Darkwood, c'est le récit de comment une société peut sombrer dans la folie sans jamais que personne ne réalise à quel point tout est horrible. Les choses existent, tout simplement. Darkwood, c'est Piotrek, un aspirant astronaute qui essaie de construire une fusée avec de vieux morceaux de métal pour s'enfuir de la planète. C'est aussi un musicien un peu chelou qui joue des musiques apocalyptiques sur un violon cassé dans l'espoir de gagner la main d'une femme enfermée dans une cave par sa grande sœur. C'est tous ces personnages complètement dingues qui apprennent à vivre et à composer avec la folie du monde qui les entoure parce qu'ils n'ont pas trop le choix pour survivre dans ce monde sans foi ni loi. Darkwood, c'est aussi des choix lourds donnés aux joueurs, comme celui d'euthanasier ou non ton chien blessé au début du jeu. D'ailleurs, si tu ne le fais pas, ce chien se transforme en monstre qu'il faudra tuer un peu plus tard dans le jeu. Et pour en finir avec Darkwood, faut quand même parler de la vraie fin, parce qu'il y a deux fins possibles. La première est un peu digne de Matrix, qui rappellera un peu le Tsukuyomi infini de Naruto, ce genjutsu qui piège le monde entier dans une illusion en les ensevelissant dans un rêve. Donc dans la première fin, le protagoniste arrive à s'échapper de la forêt, et voilà, happy ending, bon, vous avez compris le délire. Et donc, c'est quoi le problème avec cette première fin, vous me direz? Le problème, on l'apprend quand on débloque la vraie fin. Donc dans celle-ci, le protagoniste se réveille dans un arbre, encerclé de milliers d'individus qui dorment, donc les sleepers, les dormeurs en français, et qui sont en fait coincés dans un rêve. Il fait alors la rencontre de l'être responsable de l'épidémie, donc une espèce de créature à la Cthulhu vraiment difficilement compréhensible pour un esprit humain, et réalise, nous le joueur et le personnage, que tout ce qu'il a vécu jusque-là, c'était un rêve. Et oui, y compris la première fin, parce qu'en réalité, les dormeurs finissent par être consommés par les racines, donc d'espèces d'êtres bizarres cthulhuesques, Eldritch Abomination, et meurent de faim. Et c'est ce qui arrive réellement à notre protagoniste dans la fin heureuse. Bref, le protagoniste décide alors de foutre le feu à l'arbre en mode métal, et à tous les individus coincés dedans, parce que la purification par les flammes, c'est super efficace. N'est-ce pas? Et il meurt également parce que le feu ça brûle. Bon, Darkwood c'est vraiment un jeu à part, et je pense qu'il a largement mérité sa première place dans ce top 5. Alors voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. S'il vous a plu, lâchez un petit like, abonnez-vous pour encourager la chaîne, prenez soin de vous, et à la prochaine.